Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Média. Julien Pelletier, avocat. Je suis en compagnie de maître Jessica De Stefano, avocate en droit civil général, qui a une pratique assez importante en matière de droit de la famille. Bonjour, maître De Stefano. Bonjour, maître Pelletier. Ça fait plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, on va parler du temps parental, les droits d'accès, les déménagements importants. C'est des situations qui arrivent dans un contexte, évidemment, où les gens se séparent de plus en plus de nos jours. C'est des situations auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. On va parler aujourd'hui d'abord des principes qui guident les tribunaux lorsqu'ils ont à rendre des décisions en matière de droit de garde. C'est une jurisprudence qui a d'ailleurs évolué depuis les années 80. Et la règle aujourd'hui, si je me trompe pas, si elle n'a pas changé, la règle de base, c'est d'abord la garde partagée. Bien, en fait, on va en parler. Il n'y a pas de présomption par rapport à la garde partagée. Donc, il n'y a pas une présomption que la garde partagée, c'est le meilleur système de garde. Cependant, c'est vraiment quelque chose qui est sérieusement envisagé par les tribunaux. Donc, en fait, quand on parle de garde d'enfant ou de temps parental, il faut toujours qu'on réfléchisse à l'intérêt de l'enfant. C'est vraiment le concept qui est primordial en droit de la famille dans toute décision qui concerne les enfants. Et ça, c'est l'article 33 du Code civil du Québec qui parle spécifiquement de l'intérêt de l'enfant. En fait, il y a eu une décision, c'est un arrêt de la Cour suprême, en fait, qui est un arrêt dont on parle souvent en matière familiale. Ça s'appelle Gordon contre Gertz. Et en fait, c'était vraiment dans une situation de déménagement. Cependant, ça parle de l'intérêt de l'enfant et on utilise souvent cette décision-là pour parler d'intérêt de l'enfant. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que les tribunaux ont évidemment une certaine discrétion quand ils ont des décisions à rendre par rapport à l'intérêt de l'enfant et ils peuvent évidemment mettre plus d'emphase sur certains critères que d'autres. Donc, c'est vraiment à leur discrétion d'agir ainsi. On revient à la garde partagée. C'est sérieusement envisagé quand les capacités parentales des deux parents sont établies, quand il y a des circonstances qui sont favorables à l'octroi de la garde partagée et qu'il n'y a pas de contre-indication à la mise en place d'une garde partagée. Donc, ça, c'est vraiment les trois éléments qui sont regardés par les tribunaux. Je reviens à la décision Gordon contre Gertz. Il faut maintenir un lien étroit avec les deux parents. C'est ça que cette décision nous indique. Et il faut qu'on favorise un temps parental partagé, bien qu'il n'y ait pas de présomption en faveur d'un temps parental partagé. Juste avant de poursuivre, c'est évidemment, vous avez mentionné l'intérêt de l'enfant, c'est le principe cardinal en matière de droit d'accès, mais en droit familial en général, c'est toujours ça qu'on va observer d'abord et c'est de là qu'on va partir pour établir une garde. Exactement. Donc, en fait, n'importe quelle demande judiciaire que nous avions où est-ce que les enfants sont impliqués, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est vraiment le facteur qui est à considérer par le tribunal pour rendre toute décision. D'accord. Alors, justement, les principes applicables pour établir le temps parental que va passer un parent avec son enfant, décortiquons les principes. Oui, donc en fait, pour la question du temps parental partagé, les critères à considérer par les tribunaux sont les suivants. 1, de maximiser les contacts avec les deux parents. Donc ça, c'est sûr que les tribunaux veulent s'assurer que l'enfant a le maximum nombre de temps avec les parents. 2, stabiliser les enfants dans leur milieu de vie, c'est important. L'organisation matérielle de chacun des milieux de vie des parents. La disponibilité des parents, leur habitude de vie, les aptitudes à exercer leur capacité parentale, absence de conflit majeur entre les parents, capacité des parents à communiquer entre eux et le désir aussi exprimé par l'enfant. Je veux parler rapidement du critère de la stabilité parce que souvent, on va voir que des parents, pour ne pas avoir, par exemple, une garde partagée, ils vont dire, ben écoute, ça serait complètement une situation d'instabilité de changer le système de garde pour une garde partagée. Mais c'est pas le seul critère qui est à considérer, la stabilité, parce que si on considérait seulement ce critère-là, ben on serait jamais en mesure de modifier un quelconque jugement, là, ça fonctionnerait pas. Donc, ça fait en sorte qu'il faut vraiment que le changement proposé, ça crée un réel inconvénient pour l'enfant pour que ce critère-là soit priorisé parmi tous les autres critères qui sont mentionnés. Et ce changement-là, auriez-vous des exemples, par exemple? Oui, donc en fait, vous voulez dire un changement qui cause un réel inconvénient? Oui, c'est ça. Oui. OK. Donc, il y a quelques exemples où est-ce que la garde partagée ne serait pas octroyée pour plusieurs raisons. Absence de routine. Donc, on va dire qu'un des parents ne respecte pas la routine des enfants, mais ça doit vraiment être à un point tel où est-ce que ça cause un réel inconvénient pour l'enfant. Manque d'implication d'un des parents. Donc, j'ai lu une décision récemment où est-ce que un des parents allait jamais, par exemple, aux activités scolaires des enfants, allait jamais aux fêtes d'enfants, était zéro impliqué dans la vie des enfants, allait pas aux réunions parents-enfants et par la suite demandait une garde partagée. Donc, les tribunaux ont dit, vu l'absence d'implication du parent dans leur vie,
on n'est pas à l'aise d'ordonner une garde partagée. Manque de disponibilité. Ça, encore, on parle de manque de disponibilité, je vous dirais, c'est habituellement dans une situation où est-ce que l'horaire de travail fait en sorte que le parent n'est pas disponible. Donc, un autre exemple à cet effet, il y avait un père dans cette situation-là qui était avocat, en fait, et vu son horaire de travail, il vu qu'il était énormément à la cour et il y avait énormément de travail dans ses dossiers, la garde partagée n'a pas été accordée parce qu'en fait, le tribunal a dit, ben, le parent n'est pas vraiment disponible pour l'enfant, il peut pas être là le soir, il peut pas être là le matin. Aussi, on peut avoir des situations où est-ce qu'un des parents va dire, mais moi, je suis pas disponible, mais ma mère, elle est, ou mon père, elle est, donc il y a pas de problème, je peux avoir une garde partagée. Les tribunaux vont dire non, c'est pas aux grands-parents d'être présents. D'exercer l'autorité parentale. Tout à fait. Il faut vraiment que le parent soit présent. Situation, par exemple, où un des parents a des problèmes de consommation, évidemment, ça, à ce moment-là, il n'y aurait pas les capacités parentales pour prendre soin des enfants. Et donc, la garde partagée ne serait pas octroyée. Des difficultés psychologiques, sauf que si ces difficultés psychologiques-là sont traitées, il n'y a pas d'obstacle à la garde partagée. Donc, si on voit une certaine stabilité, que la personne fait leur suivi, que, par exemple, il y avait des ordonnances quelconques de faire des traitements thérapeutiques, on va dire en matière criminelle, puis ils les ont suivis, il peut tout de même avoir une garde partagée à ce moment-là. Instabilité, donc des dossiers, par exemple, où est-ce que la personne change de milieu de vie, change d'emploi constamment, a toujours un nouvel conjoint. Ça peut vraiment être une situation, encore une fois, où est-ce que la garde partagée n'est pas octroyée. Et aussi, ça, c'est vraiment une situation un peu particulière, mais quand on a une situation tellement tendue entre les parents qu'il n'y a aucune communication, ben ça peut arriver que la garde partagée ne soit pas octroyée. Mais il faut savoir que ça, c'est quand même dans des situations où est-ce que la relation est extrêmement hostile et qu'il y a énormément de chicanes. Il faut habituellement faire en sorte que les parents sont vraiment pas en mesure d'exercer aucune coparentalité. Il y a aucune décision commune qu'ils sont en mesure de prendre parce que ça devient tellement hostile entre eux. Et j'ai déjà lu une décision récemment où est-ce qu'il y avait tellement de conflits par rapport au rôle que la grand-mère devrait prendre dans la vie de l'enfant que le tribunal a décidé que la garde partagée devrait pas être octroyée, mais entre autres, là, il y avait d'autres critères aussi, mais il y avait ce facteur-là qui avait aussi été souligné par le tribunal. Un autre exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est par exemple un parent qui transmet aucune information à l'autre parent, qui va retenir l'agenda de l'enfant ou quoi que ce soit. Et là, ça fait en sorte que l'autre parent n'a aucune information sur les activités, qu'est-ce qu'il doit amener, les devoirs. Bien évidemment, ça peut faire en sorte qu'il n'y aurait pas une garde partagée. Qu'est-ce que je veux quand même souligner, par contre, là, c'est que des fois, s'il y a tellement un grand conflit de loyauté, on voit que ça affecte les enfants et on voit que ce conflit de loyauté-là provient d'un des parents. Donc, un des parents a un discours extrêmement négatif par rapport à l'autre parent. Bien là, il peut avoir un renversement de la situation et il peut avoir l'octroi d'une garde partagée ou même des droits d'accès élargis parce que le tribunal va dire, écoutez, il y a peu d'ouverture de la part des parents, mais ça, c'est en partie à cause des propos négatifs qui sont tenus par l'autre parent. Il faut qu'on favorise vraiment la relation entre les enfants et l'autre parent. Donc, ça peut faire en sorte qu'ils vont rendre une décision en faveur de la garde partagée. Il y a aussi... En faveur de la garde partagée? Oui, tout à fait. Okay. Pour forcer une certaine garde partagée parce que, par exemple, les craintes de l'autre partie ne sont non fondées. Mais ça, il faut que ça soit dans une situation où est-ce que le parent a tous les autres... Tu sais, a la capacité parentale, a la disponibilité, est présent. Mais il y a déjà eu des situations où est-ce que même si, par exemple, les enfants n'étaient pas très chauds à l'idée de la garde partagée, que les tribunaux l'ont quand même imposé en disant, écoutez, il faut qu'on maximise la relation entre les enfants et l'autre partie et aussi le sentiment un peu de inconfort qu'ils ont envers l'autre partie, ben, c'est un peu causé par le parent qui est sous leur garde. Donc, il faut qu'on brise ça. La distance entre les résidences peut aussi être un facteur. Évidemment, ben oui, cependant, ça dépend. C'est vraiment une situation qui va au cas par cas. J'ai vu une décision récemment où est-ce qu'il déterminait que 35 km entre les résidences, c'était trop loin. Mais moi, j'ai déjà eu des décisions où est-ce que entre Montréal et Valleyfield, ça se faisait tant que le parent avait un auto et était en mesure de conduire les enfants à l'école. À l'école, disons, l'école est à Montréal. Ça fait beaucoup de circulation, mais c'est dans le domaine du possible quand même. Exactement. L'autre affaire aussi, c'est qu'avant, le jeune âge d'un enfant était un facteur à considérer. Donc, c'est un peu une mentalité qui a changé maintenant, mais avant, les tribunaux disaient, quand l'enfant est assez jeune, il faut avoir un parent significatif qui est responsable de cet enfant-là et avec qui l'enfant a un lien. Mais c'est plus vraiment le cas, en fait. Il y a vraiment eu une évolution, par rapport à ça. Et ça fait en sorte que il peut avoir des gardes partagées pour des bébés de 9 mois, là. C'est quelque chose qui est oui, possible. À ce point-là, ouais. Oui. Ouais.
Cependant, il faut qu'on considère la question de l'allaitement. Ouais. Donc, si on a un parent qui allait toujours, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur la question de la garde partagée. Mais j'ai aussi déjà vu des dossiers où est-ce que une mère allaitait encore quand l'enfant avait 2 ans et demi et les tribunaux ont dit en même temps, on peut pas empêcher la garde partagée juste parce que la mère maintient l'allaitement et donc on quand même ordonné des gardes partagées. Là. Donc c'est possible. Et parce que, l'utilisation de la formule, il y a plusieurs autres manières Tout à fait. de nourrir un enfant en bas âge. C'est sûr que si l'enfant est en plus bas âge, quelques mois, les tribunaux vont être un peu plus réticents. Mais plus que l'enfant grandit, ils vont être un peu plus ouverts à les autres options là, qui s'offrent là, à la mère à ce moment-là. Évidemment, on parle de situations où on parle de l'intime de personnes, on parle d'ego, on parle de personnes qui peuvent être blessées aussi par des ruptures.